Think Tank, le millénaire, bonjour. Merci d'être avec nous dans le Fil Info. Les journées d'été des écologistes commencent donc aujourd'hui. Le parti sort renforcé des dernières législatives. C'est quoi l'enjeu pour les Verts avec ces journées ? La difficulté pour les écologistes, c'est qu'ils avaient une dynamique électorale qui était occasionnée avant le Covid et après le Covid. D'une part, donc aux élections européennes de 2019, où Yannick Jadot avait enregistré un bon score, et ils ont poursuivi sur cette lancée lors des municipales 2020, où ils ont pris des villes comme Lyon et comme Marseille. La difficulté qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont eu des difficultés lors de l'élection présidentielle, mais sur les élections suivantes, notamment les dernières élections européennes, ils ont failli ne pas recueillir les fameux 5%, leur permettant d'avoir des sièges à Strasbourg. Là maintenant, ils sont à peu près la troisième force politique derrière les socialistes et derrière les insoumis, et ils ont deux possibilités. La première, c'est celle de prétendre un leadership. Or, dans ce qu'on voit, ils n'ont pas de leader naturel, hormis Marine Tondelier, mais Marine Tondelier, dans les sondages, est en retard derrière Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. La deuxième, c'est celle d'asseoir leur force politique pour montrer qu'ils ont une existence propre, même s'ils doivent jouer l'unité. En fait, les différents partis du nouveau Front populaire, que ce soit les socialistes, les communistes, les écologistes ou les insoumis, sont à la fois solidaires, dans la mesure où ils ont été élus dans le cadre d'une union, mais ils sont également concurrents pour faire valoir leur singularité, leurs idées, voire leurs ambitions politiques personnelles. Et là, ici, les écologistes doivent mettre en place en avant leur thématique et éventuellement leur personnalité comme Marine Tondelier pour essayer de prendre davantage d'espace dans l'alliance qui vient de se former autour du nouveau Front populaire. Et peut-être qu'il y aura de nouvelles personnalités, puisque lors de ces journées, il y aura notamment François Ruffin, le député de la Somme, un ancien insoumis qui siège désormais avec les Verts. Est-ce que ça veut dire que les insoumis dissidents, les purgés, vont rejoindre les Verts ? Oui, en fait, les écologistes sont vraiment à mi-chemin entre les insoumis et les socialistes. Ça veut dire que vous avez une partie d'écologistes qui sont plutôt sociodémocrates. C'est d'une part la ligne de Yannick Jadot. Et vous avez des écologistes qui sont davantage sur une écologie davantage radicale, donc davantage proche des insoumis. Ce qui crée des porosités, notamment par exemple entre Sandrine Rousseau, Alexis Corbière, François Ruffin, qui ont rejoint, en fait, après avoir été exclus, cette mis en dehors des insoumis, le groupe des écologistes, dans la mesure où il y a une porosité en termes d'idées et en termes également de personnalité. Le point, par contre, que je vois en termes de difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, dans une ligne politique, il faut toujours choisir. Et c'est difficile de faire cohabiter les deux tendances qui s'affrontent. En fait, on le voit à plusieurs reprises entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon autour de personnalités, autour d'idées. Par exemple, à titre d'illustration, Marine Tondelier a eu des difficultés, notamment à faire valoir la position des écologistes lorsqu'il s'agissait de faire valoir soit le choix de Toubiana, soit le choix d'une insoumise, qui finalement s'est reporté sur Lucie Castet. Donc si par cas les écologistes sont le plus petit dénominateur commun qui pour l'instant est leur stratégie, peut-être qu'ils se disent que ça, le facteur d'union et donc le trait d'union entre d'une part les socialistes et les insoumis. D'autant qu'à 500 km de là, les insoumis font aussi leur rentrée. On se demande si avec leur idée de destitution d'Emmanuel Macron, qui a été rejetée par tous ses alliés du nouveau Front populaire, ils ne cherchent pas à diviser le mouvement. En fait, les insoumis, ils ont une stratégie qui est particulière. Je dirais que si par cas on essaie d'élargir tous les fronts, il y a à peu près trois possibilités. La première, c'est d'obliger les socialistes à se mettre à l'écart de plus possible d'Emmanuel Macron et des macronistes. Je vais prendre un exemple, c'est un peu la position qu'a tenue le Rassemblement national à l'égard des Républicains. En fait, plus vous tenez une ligne d'opposition qui est forte contre le président de la République, plus vous obligez les partis entre vous et le président de la République à choisir. Soit vous choisissez la position la plus radicale, soit vous rapprochez de fait d'Emmanuel Macron. Ce qui peut obliger les électeurs de gauche à dire « Attendez, soutenez les insoumis, on ne peut pas se mettre avec Emmanuel Macron si par cas ils sont contre la proposition de destitution ». Il y a ensuite après deux autres grilles de lecture qui sont complémentaires. La première, c'est de se dire que les insoumis ne croient pas à l'hypothèse de Lucie Castet et donc commencent déjà à préparer une éventuelle élection législative anticipée ou une élection présidentielle anticipée. Et dans ce cadre-là, en fait, vous avez une concurrence au sein de la gauche, au sein des écologistes, entre les socialistes, les communistes et les insoumis, pour savoir celui qui va avoir le plus de points et surtout devenir la première force politique. Il faut quand même se rappeler que la composition, et notamment l'alliance du nouveau Front populaire dans le cadre de ces élections législatives anticipées, c'est faite sur la base des rapports de force, notamment des dernières présidentielles et des dernières élections européennes. Si après les élections présidentielles, c'est davantage les insoumis qui avaient le plus de circonscriptions et le plus de sièges, le score de Raphaël Glucksmann pour les socialistes avait permis de rééquilibrer, notamment en faveur des socialistes. Donc l'idée pour les insoumis, c'est de prendre le plus de poids possible au sein de cette alliance et de dicter le tempo et leurs idées. L'autre point qui est possible aussi, c'est que Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble des insoumis considèrent que Emmanuel Macron mène un coup de force en ne nommant pas Lucie Castet et ils veulent lui mettre une pression politique en lui disant la chose simple, si par cas vous ne nommez pas Lucie Castet, eh ben on fera entrer dans le débat public non pas l'idée que le blocage s'effectue au sein de l'Assemblée et donc il n'y a pas de composition possible au sein de l'Assemblée, mais on fera porter le poids du blocage
non pas sur les forces politiques de l'Assemblée, mais sur le président de la République et sur l'Élysée. C'est un peu la rhétorique qui a été utilisée, évidemment avec des moyens qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus volumineux, qui risquent de diviser la gauche. C'est ça la difficulté des Insoumis. Il faut quand même le rappeler parce que ce qui est reproché, c'est pas leur poids électoral ou leurs idées qui sont plutôt majoritaires, je dirais, dans cette composition et dans cet attelage. C'est plutôt leur prise de position radicale qui oblige notamment les sociodémocrates ou les personnalités de gauche plus éloignées et plus modérées à s'éloigner et à ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Et Lucie Castier, les chefs du nouveau Front populaire, ils signent aujourd'hui une lettre ouverte aux Français. Ils écrivent: l'inaction du président de la République est grave et délétère. Donc après la menace de destitution, la lettre, c'est toujours la stratégie de la pression que vous décrivez ? Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de faire d'accomplir plusieurs objectifs d'un coup. Le premier, c'est de mettre la pression sur le président de la République en disant: nous sommes arrivés en tête des élections. Certes, nous ne sommes pas majoritaires, mais c'est nous qui avons la plus grande force à l'heure actuelle, dans la mesure où il n'y a pas de coalition entre la République, enfin la Renaissance et les Républicains, le parti de Laurent Wauquiez. Comme c'est nous qui sommes la première force en tête, vous êtes obligés de nous imposer. Et si par cas, on n'arrive pas à avoir assez de poids politique à l'Assemblée, on joue l'opinion publique contre le président de la République pour faire porter le blocage et le poids de la responsabilité sur le président de la République. L'idée, c'est de dire tout simplement aux Français: regardez, nous sommes unis, nous avons proposé le choix d'une candidate commune entre les écologistes, les insoumis, les communistes et les socialistes, et donc le poids de ce refus n'importe qu'à Emmanuel Macron. Donc si par cas Lucie Castaner n'est pas nommée, c'est pas la faute d'un insoumis, c'est pas la faute d'un socialiste, c'est pas la faute d'un écologiste, c'est uniquement la faute du président de la République. L'autre point aussi, c'est déjà de préparer en fait les élections à venir, parce que tout le monde a en tête que Emmanuel Macron pourrait dissoudre au regard de la situation qui fait que c'est très difficile de trouver une majorité. Et donc, on se prépare à une éventuelle élection. La troisième paramètre de cette lettre, c'est que si par cas les personnalités de gauche pensent que Lucie Castaner ne sera pas nommée par le président de la République, il s'agit déjà de se mettre en marche et de préparer l'opposition à un futur gouvernement d'union nationale ou un gouvernement technique qui serait sous l'égide d'Emmanuel Macron. Et en un mot, j'aimerais vous entendre aussi sur le sondage Challenge, sur les politiques que les Français aimeraient voir entrer à Matignon. Il est particulièrement intéressant puisque le premier dans l'ordre des préférences, c'est Gabriel Attal. Le deuxième, c'est Jordan Bardella. Lucie Castaner arrive 21e. Le premier de gauche, c'est Raphaël Glucksmann, mais qu'en 6e place. Est-ce que ça ne veut pas dire que le NFP gagne la bataille du bruit, mais pas celle de convaincre les Français ? C'est tout le problème qu'ils ont, et je pense que la stratégie de la lettre, la stratégie des dépassements de Lucie Castaner va en lien avec cette volonté de faire monter sa personnalité en vue des prochaines élections, ou surtout dans l'éventuelle motion de censure qui serait provoquée par l'Assemblée contre un gouvernement nommé par Emmanuel Macron. Ce sondage est intéressant parce qu'il montre plusieurs choses. La première chose, c'est que les personnalités du bloc central ou proches du bloc central dominent ce classement. Alors, c'est un peu ce qu'on avait connu dans tout le long de la vie politique. C'est souvent des personnalités qui sont plutôt au centre, qui sont plutôt plébiscitées par les Français, à l'époque François Bayrou, Alain Juppé, etc. L'autre chose que je vois, c'est que les deux personnalités préférées, c'est pour le choix de Matignon, c'est Gabriel Attal et Jordan Bardella, qui ont plusieurs points communs. Au-delà des divergences très fortes sur le plan idéologique, ils sont jeunes, ils incarnent le renouvellement, et surtout, ils incarnent une certaine forme de volontarisme politique. Alors que nous sommes dans une situation avec des blocages et qu'on dit à chaque fois qu'on a une problématique, ce n'est pas possible, l'État ne peut pas. Sur l'écologie, on ne peut pas faire ça. Sur la fiscalité, on ne peut pas faire ça. Sur la sécurité, on ne peut pas faire ça. Sur la transition énergétique, on ne peut pas faire ça, etc. Et ces deux personnalités-là ont démarqué par leur volontarisme très fort. Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, avait dit « on va interdire la baya » et il l'a fait. Et donc, il a été crédité d'une forme de volontarisme politique. Bardella, c'est un peu différent parce qu'il n'a jamais exercé de responsabilité, mais il est vu par une partie de l'électorat comme quelqu'un de dynamique et volontaire. Et j'ai l'impression, au vu de ce sondage, qu'en fait, les deux personnalités les plus poussées, et surtout Gabriel Attal, sont celles qui veulent faire face au déverrouillage de l'action publique et surtout vaincre l'impuissance publique qu'on connaît depuis malheureusement de trop nombreuses années. Merci beaucoup, William T, d'avoir répondu à notre invitation cet après-midi dans le Fil Info.